Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Indian Global Left. Si vous découvrez l'émission, pensez à vous abonner. Vous pouvez également devenir membre sur YouTube, mécène ou faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Larry Johnson. Larry est un ancien analyste de la CIA et commentateur géopolitique. Larry, bienvenue à nouveau sur Indian Global Left. Larry, welcome back to Indian Global Left. Eh bien, laissez-moi vous complimenter pour votre tenue. Vous ressemblez à Don Johnson dans Miami Vice. Thank you. There are lots of breaking news, assassinations. Il y a beaucoup d'actualités de dernière minute. Les assassinats du Dr Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale, du commandant des Basijis Gholam Reza Soleimani, et maintenant la récente nouvelle de l'assassinat d'Ismail Khatib, le ministre iranien du renseignement. Nous voyons également des attaques contre les champs gaziers de l'Iran. Mais avant d'entrer dans les détails, pourriez-vous nous donner une idée de votre analyse plus générale sur la manière dont la guerre a évolué au cours des derniers jours? Israël et les États-Unis ont fait un pari risqué en pensant pouvoir mener une frappe de décapitation, qu'il leur suffirait de tuer quelques dirigeants de haut rang pour que le peuple iranien se soulève et renverse le régime islamique. Il s'avère que c'était complètement faux. C'est un échec majeur du renseignement de la part d'Israël et des États-Unis. D'après les informations, ils étaient au courant et ont soit ignoré les avertissements, soit jamais envisagé le fait que, premièrement, l'Iran dispose d'un stock bien plus important de missiles balistiques, des villes de missiles souterraines, des usines souterraines qui les fabriquent et des silos de lancement souterrains difficiles à détecter. Et par-dessus le marché, lorsque l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz au trafic commercial normal, ils ont en quelque sorte pris le monde à la gorge. Ce faisant, ils ont créé une menace majeure pour les économies de l'Inde, du Japon, de la Corée du Sud, des Philippines, du Vietnam et du Cambodge, non seulement là-bas, mais aussi en Europe et indirectement pour les États-Unis. La Chine, bien que de nombreux analystes affirment que cela lui cause de sérieux dommages, je pense qu'elle est en réalité assez bien protégée. Mais celui qui en tire vraiment profit, c'est la Russie. La fermeture du détroit d'Ormuz a immédiatement retiré environ 20% de provisionnement mondial en pétrole des marchés. Et nous en sommes maintenant au 19e jour, et dans environ 3 heures, nous serons au 20e. Personne n'avait prévu que cela durerait 3 semaines, pour commencer. Mais il ne s'agissait pas seulement du pétrole. C'était aussi le gaz naturel liquéfié provenant du Qatar, qui représente environ 25% de l'approvisionnement mondial. Cela touche vraiment les pays d'Asie, en particulier d'Asie de l'Est. Et puis le troisième point, je n'en avais aucune idée avant de commencer à creuser le sujet. Plus de 35%, soit plus d'un tiers des engrais mondiaux, proviennent du Golfe Persique. C'est une véritable bombe à retardement, car le manque d'engrais en ce moment, pendant la saison des semis, signifie que beaucoup de ces cultures ne pousseront pas ou ne seront pas correctement nourries. Et donc, lorsque la récolte arrivera, dans 3 mois, 6 mois, il y aura une pénurie alimentaire mondiale. L'Occident n'avait pas envisagé cela. Leurs espoirs d'une guerre rapide avec l'Iran se sont évanouis. Et cette dernière action d'Israël, en attaquant les principaux champs pétrolifères iraniens, signifie que l'Iran va désormais couper ou détruire les champs pétrolifères d'Arabie Saoudite, du Koweït, de Bahreïn, du Qatar et de ce que possèdent les Émirats arabes unis. Ainsi, l'espoir que cette perturbation économique soit de courte durée a disparu. Cela va, je le crois, se transformer en une catastrophe économique mondiale.
I wanted to ask you about your Je voulais vous interroger sur votre utilisation de l'expression « échec du renseignement ». Étant donné que le New York Times a rapporté qu'une évaluation nationale du renseignement américain, rassemblant les contributions de 18 agences différentes, affirmait qu'attaquer l'Iran, même une frappe de décapitation contre le guide suprême, l'ancien guide suprême désormais, ne provoquerait pas, je cite, de changement de régime. Et pourtant, cela s'est produit. Ce que je veux dire, c'est, s'agissait-il d'un échec du renseignement ou cela s'est-il produit pour des raisons idéologiques, pour les néoconservateurs et les sionistes, malgré les renseignements indiquant le contraire? Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Et clarifions quelque chose à propos des agences de renseignement. Tu sais, tu ne fais que répéter ce qu'on entend couramment dans les médias. Et les médias se trompent fondamentalement. L'évaluation du renseignement, qui aurait été présentée à Trump par le Conseil national du renseignement. Normalement, le NEC est composé d'officiers nationaux du renseignement. Il y a un officier national du renseignement pour l'Amérique latine, un pour l'Europe, un pour l'Afrique, et ainsi de suite. On se retrouve donc avec environ 6 ou 7 analystes principaux. La plupart viennent de la Central Intelligence Agency, bien que certains puissent venir de la Defense Intelligence Agency ou du Bureau of Intelligence and Research. Une fois ce rapport préparé, il aurait probablement été coordonné uniquement avec la CIA, la Defense Intelligence Agency, le Bureau of Intelligence and Research du département d'État et la National Security Agency, qui collecte le SIGINT. Il n'y a vraiment pas d'autre groupe que je qualifierais de collecteurs originaux de renseignements. Le FBI, vous savez, une grande partie du matériel qu'il recueille constitue en réalité des preuves pour des affaires judiciaires, donc cela n'est normalement pas inclus dans les évaluations de renseignement. Mais il restait les 4 unités principales de renseignement, et elles ont fourni une évaluation indiquant que cela ne conduirait pas à un changement de régime. Cela dit, il n'est pas clair dans quelle mesure, ni avec quelle précision, elles avaient prévu les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz et de la capacité de l'Iran en missiles balistiques. Il semble qu'ils aient considérablement minimisé les capacités de l'Iran. J'ai toujours soutenu que la communauté du renseignement n'a en réalité aucune idée du nombre de missiles que possède l'Iran, car ils sont enterrés. À moins d'obtenir des informations de quelqu'un directement impliqué dans ce processus, quelqu'un dans la production capable de dire combien ils en ont fabriqué, il est impossible de le savoir, puisqu'ils construisent également les missiles sous terre. Donc vous voyez, je pense que cette erreur vient de leur calcul selon lequel ils pourraient frapper l'Iran et neutraliser sa capacité offensive. Je sais aussi, d'après des conversations avec des amis militaires impliqués dans cette opération, qu'ils pensaient que les systèmes de défense aérienne américains empêcheraient toute frappe significative de l'Iran. Cela s'est manifestement révélé faux. On entend parler de mécontentement au sein de l'administration Trump à propos de cette guerre. La dernière nouvelle est la démission de Joe Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis. Selon vous, quelle est l'ampleur de cet événement? Combien de personnes ne sont pas simplement des sycophantes ou des lèche-bottes de Trump, mais ont réellement le courage de s'exprimer? Eh bien, en dehors des qualifications de Kent dues à son service militaire antérieur et à son travail avec la CIA, c'était un homme de terrain. Il n'était pas analyste, mais il comprenait aussi l'importance du renseignement. Dans sa fonction, il était la personne la plus haut placée de tout le gouvernement américain, à savoir ce que disaient les renseignements, ce que disaient les services de renseignement, 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 ce que
sur les menaces iraniennes. Donc, lorsqu'il a démissionné, en déclarant très clairement qu'il n'y avait pas de menace imminente, il disait la vérité et révélait les mensonges. Malheureusement, Tulsi Gabbard s'est déshonorée en publiant un message de suivi cherchant essentiellement à défendre Trump, en affirmant qu'en fin de compte, c'est Donald Trump qui détermine s'il y a ou non une menace imminente. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le président est libre d'avoir sa propre fichue opinion, mais le renseignement est ce qu'il est. Et lorsque vous examinez les renseignements et que vous réalisez que l'Iran ne constitue pas et n'a jamais constitué une menace pour les États-Unis, eh bien l'Iran n'a jamais mené d'attentats terroristes à l'intérieur des États-Unis au cours des 47 dernières années. Donc vous savez, ce premier point est un mensonge. Deuxièmement, l'affirmation selon laquelle l'Iran serait le principal sponsor du terrorisme. C'est également un mensonge, une contre-vérité totale. Ainsi, l'idée que l'Iran se préparait à faire quelque chose contre les États-Unis, alors qu'en réalité l'Iran participait à des négociations et que ce sont les États-Unis et Israël qui ont lancé une guerre d'agression. Et j'utilise ce terme précisément parce que c'était l'accusation principale portée contre les nazis lors des procès de Nuremberg. Ils ont lancé une guerre d'agression. À mon avis, Donald Trump a fait la même chose qu'Adolf Hitler. Je ne fais pas cette comparaison à la légère, mais c'est le genre de chose pour laquelle, si Donald Trump pouvait un jour être arrêté et jugé pour cela, il devrait l'être, pour crime contre l'humanité. Et ce n'est pas seulement Trump, c'est tout le cercle de personnes qui l'entourent. Oui, Larry, je voulais te demander de parler un peu des forces et des faiblesses de l'Iran dans la guerre, étant donné que les médias traditionnels présentent la situation comme si l'Iran s'effondrait militairement. Maintenant que cela ne s'est pas produit politiquement, ils disent que l'Iran est à court de missiles, comme tu l'as mentionné. Même la communauté du renseignement n'a aucun moyen de le déterminer, car la plupart sont enterrés sous terre. Dis à nos téléspectateurs, ou dis-moi, as-tu une idée du nombre de missiles qu'ils possèdent? Nous avons lu ces chiffres complètement inventés, comme 3000, 5000, sans référence, rien, juste des chiffres sortis d'un chapeau ou autre. Quelle est la force du système de missiles et du système de drones de l'Iran? Eh bien, le système de drones, tout d'abord, est assez solide, et ils ne vont pas être vaincus sur ce plan-là. Sur le plan des missiles, tout ce que je peux faire, c'est spéculer. Mais si on me forçait, si j'étais dans un casino et qu'on me demandait de parier, je parierais que l'Iran dispose d'un stock de missiles dépassant les 10 000. Ils en tirent actuellement à un rythme d'environ 150 par jour. D'accord, donc en 10 jours, cela fait 1500. En 30 jours, 4500. Il pourrait donc, à la fin, s'il tirait tous ces missiles balistiques à ce rythme, les avoir épuisés, disons, d'ici le début ou le milieu du mois de mai. Mais il se peut qu'ils en aient davantage, et en même temps, ils ne restent pas inactifs. Ils disposent d'installations de production souterraines et continuent d'en fabriquer. L'Iran pourrait donc très bien avoir un stock bien plus important que ce que nous savons. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont effectivement détruit la présence militaire américaine dans le Golfe Persique. Ils ont rendu la base et l'installation navale de Bahreïn pratiquement inutilisables. À la base aérienne du prince Sultan, ils doivent retirer des troupes, d'après ce que je comprends, car le système de défense aérienne y est épuisé. Les États-Unis n'ont plus de défense aérienne. Et cela soulève un autre aspect que beaucoup de gens négligent. Israël et les États-Unis disposent de quantités très très limitées de missiles de défense aérienne. En fait, j'ai fait les calculs et dans certaines zones du champ de bataille, les États-Unis sont déjà à court. Leur stock global de missiles PAC-3 pour le Patriot et de missiles pour le système THAAD
pourrait être complètement épuisé d'ici la semaine prochaine dans tous les domaines. Désolé. Donc vous savez, l'Iran en a fini. Ils n'ont pas un bon système de défense aérienne pour intercepter les missiles Tomahawk ou les JASM, ces bombes planantes lancées depuis l'extérieur du territoire iranien. Même si l'Occident affirme avoir neutralisé le système de défense aérienne iranien, on ne voit toujours pas beaucoup de preuves que les États-Unis ou Israël survolent régulièrement le territoire iranien. Ils restent à distance et lancent ces missiles comme le JASM, qui a une portée pouvant atteindre 800 km. Cela me dit qu'il existe encore un système de défense aérienne efficace capable d'abattre des avions. Il n'est peut-être pas en mesure d'intercepter un missile balistique ou de croisière, mais il peut certainement abattre un appareil, et donc l'Iran dispose encore de capacités considérables. En fin de compte, les États-Unis n'ont pas la force militaire nécessaire pour contraindre l'Iran à se rendre à court terme. Je pense que l'Iran pourra soutenir cette guerre sans difficulté pendant au moins 6 mois. Et je ne crois pas que l'Occident puisse la maintenir aussi longtemps en raison des coûts économiques. Donald Trump déclare vouloir augmenter le budget militaire à 1,5 billion de dollars. Cela intervient à un moment où la dette et les déficits augmentent à un rythme vertigineux, où l'économie ralentit et où les détenteurs d'obligations font grimper le coût de l'emprunt. Donc, indépendamment du fait qu'il existe des problèmes et un contre-coup politique contre la guerre, je veux dire, les sondages montrent qu'il s'agit de l'une des guerres les plus impopulaires des États-Unis, même dès le départ. Nous constatons d'énormes coûts économiques qui en découlent. Oui, non, c'est la guerre la plus impopulaire. Tu sais, ce que Trump, normalement dans le passé, comme la décision d'envahir l'Irak en 2003, a été accompagné d'une énorme campagne de relations publiques menée par Bush et Cheney. Et quand cette invasion a commencé, environ les 3/4 du public américain, tu vois, à peu près 75% des Américains la soutenaient. Ouais, vive l'Amérique! Vous savez, il y a eu un phénomène similaire lors de la première guerre du Golfe en 1990, quand on s'en est pris à Saddam Hussein. Trump, lui, n'a même pas fait l'effort de rallier du soutien. Donc dès le départ, il ne comptait qu'environ 25 à 28% d'Américains favorables à l'attaque contre l'Iran. Maintenant, il essaye frénétiquement de mobiliser du soutien, et je pense que cela va échouer. L'autre échec, c'est qu'il n'a même pas consulté les alliés, les Européens. Voici la menace, voici ce que nous allons faire. Vous savez, j'étais au département d'État à la section antiterrorisme en 1990, quand Saddam a envahi le Koweït. En réalité, les États-Unis ont essentiellement donné à Saddam ce qu'il a interprété comme une permission de le faire, ce qui est un tout autre sujet. Avant que nous ne lancions la guerre, mon bureau était impliqué, mon supérieur direct aussi, dans des déplacements à l'étranger pour informer des pays clés à travers le Moyen-Orient. La Jordanie, l'Égypte, ainsi que des pays européens, l'Italie, la Turquie, et leur présenter les renseignements que nous avions sur l'implication de l'Irak et le terrorisme, etc. Trump, lui, ne l'a même pas fait cette fois-ci. Maintenant, il part dans tous les sens. D'un côté, il dit « Nous avons gagné. Nous avons vaincu l'Iran. L'Iran est complètement défait. Nous sommes décimés. Et l'Europe, aide-moi. J'ai besoin de ton aide pour ouvrir le détroit d'Ormuz. » Alors c'est quoi au juste? Si tu as remporté une victoire écrasante, tu n'as pas besoin de l'aide des Européens.
Si tu n'as pas remporté une victoire écrasante et que tu as besoin de leur aide, cela montre que ce que tu pensais pouvoir accomplir, tu as échoué à l'accomplir. Et les Européens ont répondu, pas question, nous ne ferons pas ça. Donc Trump est coincé. I wonder how you're reading the Europeans. Je me demande comment tu interprètes la réaction des Européens à tout cela. J'ai l'impression que c'est assez confus et plutôt désordonné, si tu veux. Un jour, ils accusent l'Iran d'avoir déclenché cette guerre. Ils avaient déjà invoqué le mécanisme de rétablissement automatique il y a quelques mois, réimposant des sanctions comme si celles des États-Unis ne suffisaient pas. Puis, ils ont de nouveau rejeté la faute sur l'Iran. Beaucoup d'entre eux ont même dit qu'ils enverraient des troupes sur les bases d'Akrotiri et de Dekelia à Chypre. Mais maintenant, ils disent aussi, le chancelier Mars dit, qu'il ne participerait pas à cette guerre. L'Australie affirme qu'elle n'enverra pas de troupes pour ouvrir Chypre ou le détroit d'Ormuz. Le secrétaire général Mark Rutte déclare qu'ils font collectivement assez pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Ce que nous constatons, c'est que l'Iran dispose en pratique d'un droit de veto sur qui peut traverser le détroit d'Ormuz. Et de plus en plus de pays négocient directement avec l'Iran au lieu d'agir collectivement. Je me demande quelle est, selon vous, la réaction européenne en dehors de la confusion. Oui, eh bien, confusion est une description aimable de ce qu'ils traversent. Ils sont désormais coupés du pétrole et du gaz naturel essentiel. Tout ce qu'ils achèteront à l'avenir viendra des États-Unis à un prix exorbitant, ce qui aggravera encore des économies européennes déjà affaiblies. L'Allemagne en particulier est celle qui risque de s'effondrer le plus rapidement. Et tout cela était inutile. Je peux imaginer l'Europe atteindre un stade de désespoir où elle ira voir l'Iran et dira « Hey, faisons un accord ». Si j'étais un général iranien en ce moment, je travaillerais avec les Houthis. Nous allons aussi bloquer la mer Rouge. Vous savez, le détroit de Mandeb al-Bab, c'est là, à l'extrémité sud de la mer Rouge. Si on le ferme, il n'y a plus de transit par le canal de Suez, plus de pétrole sortant du golfe Persique. L'exigence serait la suivante. Nous allons interrompre le commerce mondial normal jusqu'à ce que le reste du monde se lève et se joigne à nous pour dire aux États-Unis d'arrêter d'attaquer l'Iran, dire aux États-Unis et à Israël d'arrêter. Je pense que l'Iran a tout à fait droit à cette position. Le reste du monde ne peut plus faciliter le meurtre de citoyens iraniens. Il faut que cela cesse. C'est là, selon moi, que l'Iran détient la carte maîtresse. Il n'existe aucun moyen sans coût pour les États-Unis de tenter de rouvrir le détroit d'Ormuz. S'ils essaient, je ne dis pas que ce soit militairement impossible. Mais ce sera incroyablement coûteux, tant en vies humaines qu'en argent nécessaire pour rassembler ces moyens. Et cela ignore le fait qu'il existe une réelle possibilité que la Russie et la Chine s'impliquent pour fournir un soutien supplémentaire à l'Iran. Cela a donc encore un fort potentiel de s'étendre en une guerre mondiale. Nous allons devoir prêter une attention particulière à ce qui se passe à Taïwan au cours de la semaine prochaine, car Taïwan ne dispose, je crois, que d'environ 6 jours de gaz naturel liquéfié avant d'en être à court. Et que fera-t-elle ensuite? Cela va affecter une grande partie de la production actuellement en cours à Taïwan et rendra l'île si vulnérable économiquement que la Chine pourrait simplement intervenir et dire « Hey, nous vous proposons un accord. Nous allons vous aider à redémarrer. Mais vous allez reconnaître que vous avez toujours fait partie de nous. Et nous en avons fini avec cette histoire de séparation. » Cela pourrait très bien se produire. Cela pourrait aussi être une ouverture pour acheter davantage de gaz et de pétrole russe, en particulier pour Taïwan, mais surtout pour les Européens.
il n'aurait aucun accord avec les Russes. Je veux dire, les Américains ont fait sauter le Nord Stream, évidemment, et les élites européennes ne veulent pas parler aux Russes. The European elites would not talk to the Russians. Eh bien, la Russie a clairement indiqué qu'elle ne ferait plus affaire avec l'Europe. L'Europe, c'est fini. Elle s'en est lavé les mains. La Russie s'en va. Elle a largement de quoi faire face à la demande. La Chine veut obtenir autant qu'elle peut de la Russie en ce moment, en pétrole et en gaz naturel. L'Inde, elle aussi, est extrêmement vulnérable. Je veux dire, le Premier ministre Modi est un idiot. Il est allé en Israël et a fait l'équivalent d'actes sexuels publics avec Bibi Netanyahou. C'était méprisable. Puis il a promis une sorte d'alliance de sécurité avec Israël. La seule conclusion que je peux tirer, c'est qu'il y a de l'argent juif important en Inde qui coule dans les poches de Modi et le pousse à faire ce genre de déclaration car il l'a stupidement faite 2 jours avant le début de la guerre. Je pense qu'il n'avait aucune idée que la guerre allait commencer. Et puis une fois que tout a commencé et que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bon sang, l'Inde s'est dit « Oh mon Dieu, attends, waouh, une seconde, c'est 80% de notre pétrole. » N'est-ce pas? Alors ils se sont tournés vers la Russie. Et encore une fois, auparavant, ils avaient en quelque sorte snobé la Russie. Vous savez, ils avaient dit d'accord, oui, on achètera votre pétrole, il est sous sanction, mais vous devez nous accorder une réduction de $5 sur un prix de $59 le baril. Alors la Russie a dit d'accord. Et donc vous voyez, l'Inde profitait de la Russie à cet égard. Et non seulement cela, mais l'Inde attaquait en quelque sorte les BRICS. Maintenant, quand le poids de l'embargo s'est fait sentir et que les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz se sont manifestées, l'Inde a changé d'avis. Ils sont retournés voir la Russie. « Hé, mon ami, retrouvons-nous. » Et les Russes ont joué ça très calmement. « Oh oui, bien sûr, mon ami. Oui, absolument. Nous avons tout le pétrole qu'il te faut. » La seule différence, c'est qu'avant, vous payiez $55 le baril. Maintenant, vous allez payer le plein tarif, sans réduction. L'Inde est coincée. Que va-t-elle faire dire non? Elle n'a pas d'autre source. D'après ce que j'ai entendu, même si je n'ai vu aucune confirmation, je m'attendais tout à fait à ce que l'Iran punisse l'Inde et dise « Eh bien, vous n'aurez plus de pétrole du Golfe Persique. » Mais il semble que l'Iran ait fait exactement le contraire. Ils ont choisi la voie noble et ont dit « Eh bien oui, en tant que membre des BRICS, nous veillerons bien sûr à ce que votre pétrole puisse sortir du Golfe Persique. » Si c'est vrai, je pense que cela a en réalité renforcé la position et le statut de l'Iran au sein des BRICS. À l'avenir, le I de BRICS pourrait bien désigner l'Iran et non l'Inde. L'Inde s'est vraiment affaiblie dans cette affaire, vis-à-vis de la Chine, de la Russie et de l'Iran. La politique étrangère iranienne a été particulièrement impressionnante et fondée sur des principes. Je veux dire, il ne s'agit pas seulement de l'Inde. Même avec les États arabes du Golfe, ils ont essayé d'agir de manière très responsable. Même les attaques contre des bases non américaines, les hôtels et tout cela, ont été accompagnées d'une justification affirmant qu'il s'agissait de personnel américain qui s'était réfugié dans ces bâtiments et que c'est pour cette raison qu'ils devaient attaquer plutôt que de frapper au hasard. Je veux dire, il y a eu un point qui a été manifestement mal interprété et mal cité de la part du président Zelensky à propos d'excuses pour avoir causé des problèmes à leurs voisins parce qu'ils ne voulaient pas être tenus pour responsables. Bien sûr, cela a été mal interprété et sorti de son contexte. Mais au fond, l'Iran a fait preuve d'une grande responsabilité. Et il n'est pas surprenant que l'Iran semble conclure un accord avec l'Inde, malgré le fait que Modi ait courtisé Netanyahou juste à la veille de la guerre. Pour revenir à ton point sur le fait qu'il le savait ou non, soit il est extrêmement ignorant,
car la plupart des gens savaient que la guerre allait éclater et que toutes ces discussions de Vienne étaient programmées, tandis que les pourparlers de Genève n'étaient qu'une façade pour préparer la guerre. Soit il l'a fait délibérément, parce qu'il est entravé par le lobby israélien. Et c'est la même chose pour l'Iris Dena, qui a coulé dans l'océan Indien. Donc soit les Américains n'ont pas informé Modi, ce qui est encore une fois embarrassant de son point de vue, étant donné que l'Inde a choisi de faire partie de ce quad impérialiste, soit la marine indienne est tout simplement incapable de surveiller ses propres eaux. Dans tous les cas, c'est très embarrassant pour Modi. Eh bien, laissez-moi inverser les rôles et vous poser une question. Comment expliquez-vous le comportement de Modi envers Israël? Du point de vue indien, qu'est-ce qui motivait cela? Oui, je dirais que le principal problème, c'est l'islamophobie. Je veux dire, la grande ascension de Modi s'est centrée sur la mobilisation de la population hindoue, entre guillemets. Parce que comme tu le sais, l'hindouisme est divisé en plusieurs castes. Donc, les rassembler pour le vote, pas pour d'autres raisons, mais les rassembler, c'est un peu comme la suprématie blanche. Il faut créer l'autre pour unir le reste. Ainsi, le musulman a été désigné comme l'autre, afin de pouvoir rallier différentes castes hindoues. Et la grande théorie, c'est qu'Israël est entouré de millions de musulmans, et que l'Inde est dans la même situation. Extérieurement, c'est la théorie suprémaciste hindoue. Je veux dire, au niveau national, les hindous sont majoritaires, mais à l'échelle internationale, ils sont minoritaires, tout comme les Israéliens. C'est donc le type de positionnement suprémaciste hindou. Sa visite en Israël vise essentiellement à séduire le public national. En réalité, certains sondages, pas très fiables, car l'échantillon n'est pas seulement petit mais aussi biaisé en faveur de l'extrême droite hindoue, montrent qu'environ 28% de la population soutient Israël dans un conflit Israël-Iran, tandis qu'environ 21 à 22% soutiennent l'Iran. Ainsi, même dans un échantillon biaisé en faveur d'Israël, parce qu'il est plus proche du gouvernement, la division n'est pas si tranchée. Mais si l'on considère l'opposition, qui est immense en Inde, parce que nous avons encore une fois un système uninominal à un tour, cela signifie que si vous obtenez 31% des voix, vous formez effectivement le gouvernement, ce qui veut aussi dire que l'opposition représente environ 70%. Le soutien à l'Iran est considérable. Voilà pour l'aspect politique. Pour ajouter mon grain de sel, je pense qu'il y a aussi des raisons de sécurité et militaire. L'Inde a le problème du Cachemire. L'Inde occupe certaines parties du Cachemire, et cette occupation n'a aucune popularité parmi la population locale. L'approche récente du gouvernement d'extrême droite semble s'inspirer du modèle israélien en Cisjordanie occupée, où tout terrorisme, tout mouvement de libération nationale, toute discussion sur la liberté doit essentiellement être présenté comme du terrorisme. Ainsi, le modèle, qu'il soit efficace ou non, est celui emprunté à Israël, car les idéologues diraient « Regardez, Israël a résolu le problème de Gaza, Israël a résolu le problème de la Cisjordanie occupée. » Et donc c'est le modèle que nous devons suivre. Bien sûr, c'est complètement faux, totalement inefficace et profondément injuste. Mais c'est le modèle qu'ils ont. Ce sont donc, je pense, les deux piliers qui expliquent pourquoi Modi agit ainsi. Je ne vois aucune autre raison pour qu'il le fasse sur des bases matérielles. Nous avons beaucoup plus de travailleurs employés dans les pays du Golfe. Nous importons une grande quantité de pétrole de la région arabe et sa proximité avec Israël ne passe pas bien auprès de sa population nationale. Eh bien, vous savez, c'est l'autre aspect concernant le nombre d'Indiens travaillant dans les pays du Golfe, en particulier aux Émirats arabes unis. On maintient ces travailleurs étrangers dans des conditions proches de l'esclavage. Leurs passeports sont confisqués
Ils sont logés dans des conditions sordides, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Ils travaillent de longues heures pour très peu d'argent. Et vous savez, c'est une forme moderne d'esclavage qu'on laisse perdurer. J'imagine que suffisamment d'argent est rapatrié en Inde pour que, du point de vue du gouvernement indien, il n'ait aucune envie d'intervenir réellement ou de chercher à protéger les droits de ses citoyens. Je veux dire, c'est vraiment le cas. Pour ajouter quelque chose, je suppose que c'est un peu plus compliqué, étant donné que les conditions de la classe ouvrière en Inde sont déjà si mauvaises. Je dirais, et j'ai visité le Golfe, j'ai beaucoup voyagé aux Émirats, que je ne pense pas qu'il soit juste de dire que les conditions de travail aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe sont pires qu'en Inde. On peut bien sûr débattre des droits politiques, des droits des citoyens. On ne peut pas voter là-bas. Et oui, votre visa est lié à votre lieu de travail, et ainsi de suite. Même pour des infractions mineures, vous pouvez être rapatrié. Donc oui, sur les questions politiques, c'est discutable. On peut en débattre. Mais sur le plan économique, je pense qu'il existe un fort désir parmi la classe ouvrière la plus pauvre en Inde d'émigrer vers les pays du Golfe. Car si vous pouvez le faire, vous gagnez 10 fois plus d'aide. Vous pouvez en envoyer une grande partie chez vous, ce qui représente un énorme avantage pour votre famille. Et je veux dire, en pratique, on gravit l'échelle sociale grâce à l'argent issu des rapatriements. Et bien sûr, des États comme le Kerala et d'autres, c'est de là que viennent ces personnes instruites. Les très diplômés partent vers l'Occident, mais parmi la classe ouvrière, beaucoup rapatrient de l'argent, et cela est utile au gouvernement, car ils le taxent. Un autre élément qui entre en jeu ici est encore une fois qu'il s'agit essentiellement d'une différence religieuse. Les chiites ont une approche complètement différente des sunnites dans leur manière de traiter les gens. Il est intéressant de noter que, malgré l'affirmation selon laquelle l'Iran serait le principal sponsor du terrorisme dans le monde, lorsqu'on examine la liste des groupes les plus actifs, ceux qui tuent des civils à des fins politiques pour atteindre un objectif politique, on y trouve des organisations comme l'État islamique, Al-Shabaab, Boko Haram, toutes sunnites. J'ai d'ailleurs reçu des courriels de musulmans sunnites se plaignant « Oh, vous nous stigmatisez ». Mais les faits sont les faits. Et la réalité, c'est que l'Iran a été impliqué dans très peu d'actes terroristes, malgré les affirmations contraires de l'Occident. Mais on en revient à ceci. Vous savez, on ne voit normalement pas de musulmans chiites commettre des attentats suicides. Et nous avons vu récemment, la semaine dernière, l'attaque contre l'usine de dessalement en Iran. Jusqu'à présent, l'Iran disait « Eh, si vous attaquez un type de nos installations, nous riposterons en frappant le même type. » Dans ce cas, cependant, l'Iran n'a pas riposté contre les usines de dessalement du Golfe, en partie parce qu'ils savent que s'ils le faisaient, ils mettraient potentiellement en danger la vie de millions de personnes, puisque 80 à 90% de leur approvisionnement en eau provient du Golfe Persique grâce à ces usines de dessalement. En Iran, le dessalement ne représente qu'environ 8%. Mais cela remonte au fondateur du chiisme, l'imam Hussein, et au fait que lors de sa dernière bataille où il fut martyrisé, ses troupes, environ 70 hommes, furent privés d'eau pendant 3 jours. Ils affrontaient une armée de 3000 hommes et perdirent. En ce sens, les chiites modernes ne vont pas priver les sunnites, ni leur infliger ce que les sunnites leur ont fait subir. Il y a donc là une certaine forme d'honneur. De même, en me penchant sur la question, et cela s'est produit bien avant ta naissance, on en revient au début de la guerre Iran-Irak, en septembre 1980. Dès 1982, les États-Unis fournissaient à l'Irak des précurseurs pour la fabrication d'armes chimiques. Puis, en août 1983,
l'Irak utilisa des armes chimiques contre l'Iran et continua à le faire pendant les 6 années suivantes, jusqu'en août 1988. Durant cette période, il y eut au moins 20 attaques à l'arme chimique. Pendant toute cette période, l'Iran n'a jamais dit « Très bien, nous allons faire œil pour œil, vous nous attaquez avec des armes chimiques, nous allons vous frapper avec des armes chimiques. » L'Iran ne l'a pas fait. Ils n'ont jamais utilisé d'armes chimiques. Ce que je souligne ici, c'est que même dans des conditions extrêmes, les chiites iraniens ont fait preuve d'un engagement de principe envers leurs croyances religieuses. Je veux dire, il serait facile de dire « Hey, on nous attaque ici, c'est injuste, donc nous allons riposter. » Non, ils ont refusé de le faire, et c'est aussi pour cela qu'ils ont refusé de construire une arme nucléaire. Ainsi, les chiites, d'un point de vue moral, ont démontré une forme de supériorité morale sur l'Occident et sur Israël. Une chose sur laquelle ces pays se sont vraiment déshonorés par leurs attaques contre l'Iran. C'est extrêmement important, étant donné que les médias grand public, le New York Times, le Washington Post et d'autres, ont complètement effacé ce fait. Si l'on regarde la couverture médiatique récente, Boko Haram, l'État islamique, Al-Qaïda, ils ont disparu. Ils ont été effacés des reportages. Autrement dit, cette histoire a disparu, effacée, réécrite. Et maintenant, on a un soi-disant gouvernement de parti réformiste en Syrie, et tout ce dont il parle, c'est d'Al-Nosra. C'est ça que vous appelez des réformistes. C'est le nouveau euphémisme? Oui, c'est ce qu'ils font. Toute cette histoire d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda et de l'État islamique, ils ont simplement, et vous le sauriez mieux que moi, puisque c'est votre domaine de recherche, le terrorisme, la lutte antiterroriste et l'évolution de ces récits. Mais je trouve stupéfiant que tout cela ait simplement disparu. Et maintenant, ce qui a pris sa place, ce sont le Hezbollah, les Houthis et le Hamas, ainsi que ces discussions vagues sur la résistance en Irak. Je veux dire, bien sûr, ils n'utilisent pas le mot résistance, mais ils parlent des engins explosifs improvisés pendant l'occupation. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils ne parlent pas de l'histoire du Hezbollah. Comment il est né comme mouvement de résistance pendant l'invasion, de 1982 jusqu'aux années 2000. Et nous pouvons retracer l'histoire de l'Irak, de son occupation et de la résistance. Né d'Irak d'ailleurs, et non d'Iran. Je veux dire, c'est honteux de dire que Muqtada al-Sadr, les sadristes et tous ceux qui ont résisté à l'occupation américaine en Irak n'étaient que des proxys. Tout comme c'est une honte de dire que Ansar Allah au Yémen est un proxy de l'Iran. C'est sidérant. Oui, non, c'est vrai. Et surtout quand on se penche sur les soi-disant actes terroristes du Hezbollah, celui où ils sont accusés de l'attentat contre la caserne des Marines en octobre 1983, qui a tué 241 Marines. Oui. Alastair Crooke, qui est un véritable expert dans ce domaine, dit que non, c'était Amal, ce n'était pas le Hezbollah. Et Amal était un groupe de chiites libanais, mais ils ont été organisés en 1972. Ils existaient donc 7 ans avant la montée, la création de la République islamique d'Iran. Ce n'est donc pas exactement comme si l'Iran les avait créés comme un proxy, pas du tout. Il est également important de noter que bon nombre des soi-disant attentats terroristes attribués au Hezbollah visaient des cibles militaires ou des bâtiments gouvernementaux. Ils n'attaquaient pas des restaurants ni des avions commerciaux. Cela a peut-être eu lieu au cours des premières années, mais de la fin des années 1990 jusqu'aux années 2000, au cours des 26 dernières années, ils se sont principalement concentrés sur des attaques contre des cibles militaires israéliennes en particulier.
Je suppose que nous pouvons poser une dernière question. Je voulais vous interroger sur votre réaction à quelque chose que j'ai évoqué avec le colonel Wilkerson. Il soutient qu'il n'est pas inimaginable que cela puisse conduire à l'utilisation d'armes nucléaires. Son argument pour nos téléspectateurs, vous le connaissez, est essentiellement que les États-Unis ne pourraient pas soutenir cette guerre très longtemps pour des raisons politiques, économiques et militaires. Et Israël, une fois qu'il s'en rendrait compte et verrait qu'il ne peut rien faire sans les États-Unis, pourrait en venir à utiliser des armes nucléaires. J'aimerais donc connaître votre avis sur la probabilité que nous soyons proches d'un second recours à l'arme nucléaire. Eh bien, je ne peux pas l'exclure. Le problème est le suivant. Une grande partie de la perception mondiale concernant l'utilisation des armes nucléaires repose sur un mensonge. Et ce mensonge, c'est que la reddition du Japon a été provoquée par le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis. J'ai justement écrit un article il y a quelques jours revenant sur la campagne de bombardement, et cet article accomplit deux choses. La campagne de bombardement Oui, du Japon. Parce que cela fait éclater le mythe selon lequel, si l'on bombarde suffisamment les gens, ils finiront par se rendre. Le bombardement du Japon, le massacre de civils, a commencé avec une grande intensité en mars 1945. Il a débuté avec le bombardement incendiaire de Tokyo, qui a tué plus de 100 000 civils, et s'est poursuivi avec une grande intensité en mars, avril, mai, juin et juillet. Puis, le 6 août, il y eut le bombardement d'Hiroshima, et le 9 août, celui de Nagasaki. Ainsi, pendant cette période, du 1er mars au 9 août, les États-Unis avaient tué presque 1 million de civils japonais par des bombardements. Et rappelons que la population du Japon au début de 1945 était d'environ 72 millions d'habitants. Nous avons donc tué près de, disons, environ 1% de la population. Et la mythologie enseignée en Occident dit « Oh, c'est pour cela que les Japonais se sont rendus ». Mais en réalité, les documents et rapports retraçant le débat au sein du commandement militaire japonais montrent que non, ils étaient prêts à continuer le combat jusqu'à ce que l'armée rouge soviétique se déplace vers l'Est, conformément à la promesse que Joseph Staline avait faite à Franklin Delano Roosevelt à Yalta. Une fois les Soviétiques entrés en lice, les Japonais avaient calculé « Peut-être pourrons-nous négocier avec les Russes, ils nous accorderont un arrangement et nous pourrons les opposer aux Américains. » Mais non, les Soviétiques ont tenu leur promesse. Et on peut en fait soutenir que la raison pour laquelle Truman a utilisé la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki était davantage d'envoyer un message aux Soviétiques. En gros, regardez ce que nous avons et que vous n'avez pas. Mais pendant toute cette période, alors qu'il a tué environ 720 000 personnes par des bombardements, cela n'a pas provoqué l'effondrement du gouvernement japonais. En ce moment, les États-Unis ont probablement tué moins de 5 000 personnes en Iran. Donc Dieu merci, nous ne parlons pas des chiffres que nous avons vus au Japon. Mais l'Iran est un pays bien plus vaste, avec environ 91 millions d'habitants. Ainsi, ce mythe, cette fausse croyance, selon laquelle on peut lancer une arme nucléaire et que cela va tout changer, oui, cela va tuer beaucoup de gens. Oui, cela va causer beaucoup de dégâts, mais l'Iran est un grand pays. Il est environ 4 fois plus grand que le Japon à l'époque. En revanche, Israël est beaucoup plus petit. Il suffirait de frapper 2 villes pour éliminer environ 55% de la population. Je pense qu'avec la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, son fils Mojtaba Khamenei pourrait être en position d'annuler la fatwa émise par son père. Je n'en suis pas sûr. La solution idéale, en termes de théorie des jeux, que vous connaissez sûrement,
Le meilleur résultat pour l'Iran en ce moment serait de produire au moins 2 armes nucléaires et de montrer qu'il les possède. Parce qu'alors, cela obligerait Israël à dire « D'accord, nous n'avons plus l'avantage du coup ». S'ils peuvent lancer une ogive nucléaire, ils peuvent rayer Téhéran de la carte. Cela représente 12 millions de personnes. Il leur en resterait encore plus de 69 millions. En revanche, si l'Iran fait la même chose à Israël et détruit Tel Aviv et Haïfa, on perd 55% de la population et 2 villes industrielles clés du pays. À ce stade, Israël serait obligé de demander la paix. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais on ne peut pas l'exclure, car les personnes qui prennent ces décisions ne sont pas des êtres humains rationnels et sains d'esprit. Une grande partie de ce qu'ils font est dictée par l'émotion du côté occidental. Je dirais que les Iraniens agissent de manière beaucoup plus mesurée, intelligente et rationnelle. Nous allons en rester là, Larry. Encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. C'est agréable de pouvoir discuter après un certain temps. D'accord, eh bien, je souhaite à vous et à votre famille le meilleur. Je sais que c'est des problèmes de santé, donc mes pensées les accompagnent. Merci. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.